Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. La crypto-banque universelle de demain. Nicolas Louvet, CEO et cofondateur de CoinHouse. J'ai décidé de quitter le fonds d'investissement, de changer de vie, de passer du monde du VC, qui est un métier confortable, au monde de l'entrepreneur, qui est un métier un petit peu plus instable. Et donc j'ai quitté mon job et j'ai rejoint l'aventure et je me suis occupé de la spin-off. Et la conséquence heureuse de cette spin-off, c'est que du coup, je suis devenu CEO et cofondateur du nouveau CoinHouse, qui est maintenant indépendant de Ledger depuis décembre 2017. Et depuis cette époque, je suis à la tête du navire avec une équipe et on avance. Nous replongeons cette semaine dans la crypto et retraçons avec Nicolas l'histoire de CoinHouse en partant des toutes premières initiatives d'Éric Larchevêque et Nicolas France avec la maison du Bitcoin. Ce dernier nous raconte comment lui a basculé dans l'entrepreneuriat après une carrière déjà bien tracée en banque puis en capital risque. La colonne vertébrale de CoinHouse, c'est avant tout d'éduquer et de rendre accessibles les sujets complexes liés à l'investissement dans les cryptoactifs. Cette nouvelle classe d'actifs, encore très niche il y a quelques années, prend une place de plus en plus importante dans les portefeuilles, qu'il s'agisse des placements des épargnants comme ceux des corporates ou des gérants d'actifs. Il nous dévoile le fonctionnement de cette jeune société qui se pense comme une véritable banque crypto. Il est formidable de voir le chemin parcouru par ce nouvel arrivant du secteur financier qui a su adroitement tisser des liens avec les autorités de tutelle en donnant un certain nombre de clés de compréhension et en s'investissant dans cette relation absolument nécessaire pour faire bouger les lignes. À l'instar d'établissements financiers traditionnels, CoinHouse s'est équipé d'experts, d'analystes, de structureurs pour offrir à ses clients des solutions adaptées aux besoins grandissants et notamment en matière de conseil en investissement. Nous découvrons les services de conservation qui répondent aux besoins des acteurs de la gestion d'actifs et particulièrement au Luxembourg. Enfin, Nicolas s'applique à bien nous expliquer la façon dont CoinHouse a été conçu, comment la sélection des exchanges ou des actifs s'effectue, ainsi que l'organisation interne. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Bonjour Solène. Merci beaucoup de nous accorder du temps aujourd'hui. Alors on va parler de crypto entre autres, on va parler de CoinHouse. Moi c'est un sujet que je suis déjà depuis un certain temps, qui m'intéresse beaucoup. Et je trouve que c'est très intéressant ce que vous êtes en train de construire avec CoinHouse. Je suis très heureuse que tu puisses rentrer dans les détails, mais est-ce que tu pourrais avant toute chose te présenter aux auditeurs ? Merci déjà de me donner cette opportunité de participer à ton podcast et de pouvoir répondre à ces questions. Je suis Nicolas Louvet, j'ai 43 ans, je suis le PDG et cofondateur de CoinHouse et de CoinHouse Custody Services. On est un groupe de sociétés qui sont actives toutes les deux dans l'univers des services pour les cryptos, ce qu'on appelle en français les prestataires de services sur actifs numériques ou actifs virtuels au Luxembourg. Et nous sommes donc des grands spécialistes de cet univers-là. On adresse des clients qui sont des entreprises et qui sont des particuliers. On les aide à investir dans les cryptos avec une approche très particulière basée sur l'accompagnement, la confiance, puisqu'on est enregistré. On utilise aussi des technologies qui sont là pour rassurer les gens et leur permettre d'investir en toute sérénité. On se veut être une crypto-banque, donc on aura peut-être l'occasion d'en parler. On va approfondir. Mais avant CoinHouse, qu'est-ce qui t'a mené à la crypto finalement ? Une rencontre. Il y a plus de 10 ans, j'ai rencontré Éric Larchevêque alors que j'étais investisseur en capital. Mon passé, c'est la finance. J'ai fait 15 ans d'investissement dans des fonds de capital risque. Et à un moment, j'ai eu l'occasion de rencontrer celui qui est devenu le fondateur de Ledger, Éric Larchevêque. Et donc, je l'ai accompagné à titre personnel, donc à mes heures perdues. J'ai accompagné Éric. J'ai investi également dans son entreprise, qui est devenue ensuite Ledger. Et au sein de Ledger, il y a toujours eu 2 activités, CoinHouse et Ledger étaient en fait 2 entités qui étaient regroupées au sein de la même entité. L'un vendait ou vend toujours d'ailleurs des appareils qu'on appelle des Ledger Nano X, Nano S, qui sont des hardware wallets qui permettent aux gens de sécuriser leurs cryptos. Et je crois que tu as interviewé Pascal Gauthier, donc tu as dû avoir l'exposé au complet. L'autre
activité permettait aux gens d'acheter facilement des cryptos. Et en 2014-2015, c'était compliqué d'acheter des cryptos. Et donc l'idée d'Eric à ce moment-là, c'était d'avoir deux activités, une qui permet de sécuriser et l'autre qui permet d'acheter ce qu'on sécurise. Ces activités ont vécu l'une avec l'autre pendant très longtemps. Et puis en 2017, il y a eu une telle explosion en fait, du marché des cryptos. Ça a été la première peut-être bulle plus médiatique du Bitcoin avec une très forte médiatisation. Les activités se sont énormément développées et l'idée à ce moment-là était de séparer les deux business de façon à ce que chacun puisse vivre son propre développement. Et pour ce faire, en fait, Eric avait besoin de renforcer ses équipes. Et c'est pour ça qu'il a fait appel à plusieurs personnes de confiance. Pascal Gauthier a rejoint l'équipe. Il était board member, il était investisseur de Ledger. Moi, j'étais encore dans un fonds d'investissement et j'ai décidé de quitter le fonds d'investissement, de changer de vie, de passer du monde du VC, qui est un métier confortable, au monde de l'entrepreneur, qui est un métier un petit peu plus instable. Et donc, j'ai quitté mon job et j'ai rejoint l'aventure et je me suis occupé de la spin-off. Et la conséquence heureuse de cette spin-off, c'est que du coup, je suis devenu CEO et cofondateur du nouveau CoinHouse, qui est maintenant indépendant de Ledger depuis décembre 2017. Et depuis cette époque, je suis à la tête du navire avec une équipe et on avance. Voilà. Génial. Alors, j'ai assisté il y a quelques semaines à une présentation que vous aviez faite au Luxembourg, qui était très très bien faite. Et je trouvais que c'était intéressant, pendant 2 petites minutes, que tu nous fasses un tout petit état des lieux du marché des cryptoactifs dans lequel vous êtes. Peut-être quelques idées des volumes, échanger la volatilité, etc., qu'on puisse identifier ce marché qui est en train de se développer à très très grande vitesse. Alors tu as tout à fait raison, c'est un marché qui s'est considérablement développé. Quand j'ai rejoint l'aventure, on était sur 500 ou 600 milliards. Aujourd'hui, on est sur 2500 milliards de dollars de capitalisation. Aujourd'hui, le marché est un marché qui est encore assez faible par rapport au poids total de l'industrie financière au niveau mondial, mais qui commence à peser très sérieusement. C'est un marché qui est volatile, tu l'as dit, mais la volatilité du Bitcoin diminue. C'est un marché qui s'apprécie également. Alors bien sûr, il y a des soubresauts, mais la croissance du Bitcoin en fait un des actifs les plus intéressants que l'on connaisse depuis des décennies. Et ça reste un actif qui présente un potentiel de valorisation encore très élevé. Et puis il y a, à travers les blockchains comme Ethereum et les dérivés, énormément de possibilités aujourd'hui de faire de la configuration, de tokeniser bien des actifs, de la dette et d'autres valeurs financières qui permettent réellement d'imaginer un monde très riche en matière de crypto-finance, avec des montants, par exemple, dans la finance décentralisée qui ont dépassé les 100 milliards. Il y a une quantité également en stablecoin qui commence à être assez considérable. Alors, c'est des stablecoins principalement dollars, même s'il existe quelques initiatives en euros. Donc, on commence à parler de marchés importants qui sont beaucoup plus diversifiés que ce que l'on pouvait imaginer il y a quelques années, où on parlait peut-être d'un actif un peu étrange qu'est le Bitcoin, sans nécessairement comprendre s'il y a un sous-jacent ou pas, sans en comprendre la valorisation. Là, aujourd'hui, on parle de milliers de tokens. Tous ne sont pas intéressants, mais il y en a plus d'une cinquantaine qui présentent un intérêt. On parle d'un marché dérivé aussi sur ces actifs. On parle de cette possibilité d'agir, de financiariser en fait les blockchains avec la finance décentralisée et donc d'offrir des services totalement différents. Donc oui, c'est un marché qui aujourd'hui est plus qu'excitant. Et alors, quand donc toi, tu as rejoint Eric Larchevêque et Thomas France, c'est quand même, oui, avaient déjà lancé CoinHouse. Enfin, c'était. Ils avaient lancé Ledger et CoinHouse en même temps. Initialement, même, c'était la maison du Bitcoin qui est à l'origine de tout, et la maison du Bitcoin a donné naissance à Ledger et à CoinHouse quelque part. Voilà. Ce qui m'intéressait, c'est de savoir, en fait, quand ça a été lancé, puisqu'à cette époque-là, c'était quand même plutôt les aficionados, c'était vraiment les personnes, enfin moi, j'en entendais parler autour de moi, mais c'était pas forcément, par exemple, des banquiers qui allaient investir en crypto, c'était plutôt des personnes qui étaient vachement tech dans l'état d'esprit. Finalement, la proposition de valeur initiale de CoinHouse, c'était quoi ? La toute première plateforme qui était lancée servait à faire quoi ? Comment est-ce qu'elle a évolué au fil du temps ?
éduquer, en fait, l'idée de départ de la maison du Bitcoin et de CoinHouse. CoinHouse, c'était la version online de la maison du Bitcoin qui était un lieu physique où vous pouviez acheter de la crypto. C'était avant tout pour vous éduquer aussi sur la crypto. C'est-à-dire que ce que vous vous rendez compte dans cette industrie qui est encore naissante, on donnera quelques chiffres peut-être tout à l'heure sur la part de marché des gens qui aujourd'hui possèdent réellement de la crypto, c'est que c'est difficile à comprendre. Alors bien évidemment, dès qu'il y a une innovation technologique, vous avez toujours une petite proportion des gens que ça intéresse particulièrement et parce qu'ils ont les capacités ou les facilités techniques, ils comprennent très vite et ils s'y intéressent, ou s'en désintéressent aussi assez vite. Et donc ça crée tout de suite un petit marché qui finalement finit par être quand même assez gros, mais qui n'est pas un marché qui peut se massifier, parce que la plupart des gens n'ont pas nécessairement la possibilité de comprendre immédiatement seuls ce que sont que les cryptos, les blockchains. C'est plus complexe en fait que l'introduction d'une simple technologie où on vous met un nouvel appareil au milieu de la table. C'est tout un écosystème et ça appelle en fait à souvent beaucoup d'interrogations, et l'une des bonnes façons de répondre à ces interrogations, c'est d'avoir des gens capables de vous répondre. Et donc ce qu'a fait la maison du Bitcoin, ce qu'ont organisé Eric et Thomas dès le départ, et Manuel Valente qui est l'un de mes cofondateurs, c'est des meetings tous les midis, donc des meet-up crypto le midi, le soir, avec 10, 20, 30, 50 et parfois même plus de 100 personnes pour parler et dire c'est quoi la blockchain, c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi Ethereum, c'est quoi un smart contract, etc. Et pour répondre aux questions des gens. Et donc le premier élément, c'est qu'il fallait éduquer, il fallait expliquer les choses. Donc on a gardé en fait cet ADN. Et aujourd'hui encore, l'une des différenciations de CoinHouse par rapport au reste des acteurs, c'est que nous on n'est pas là pour... alors j'adore tous les clients et tous les clients sont les bienvenus chez nous. Mais une chose est certaine, c'est qu'on ne s'adresse pas en priorité à des traders invétérés, à des gens qui passent leur journée à faire du trading, à des crypto-geeks qui... depuis 2010 ou 2011 gardent leur Bitcoin précieusement sous leur matelas dans un ledger ou je ne sais quel device. C'est pas notre marché. Nous, notre marché, c'est monsieur, madame, tout le monde, monsieur, madame, tout le monde un peu plus riche, des entreprises, des entrepreneurs qui ont toute raison de penser que les cryptos sont une diversification du patrimoine intéressante et que c'est des actifs qu'il conviendrait de considérer pour mettre dans un portefeuille. Mmh. Et ces gens-là, en fait, c'est jamais des traders, ou très rarement. C'est pas des boursicoteurs. Il y a très peu de gens qui boursicotent en réalité. Il y a 6,7% des gens en France, des adultes, qui ont investi dans les actions. Il y en a seulement ? Oui. Et la raison, c'est que les gens sont peu intéressés par la bourse. Ils ont été souvent... C'est le marché qui les a conduits à ça, dégoûtés, si je puis dire. Mmh. Et donc, ils se sont plutôt intéressés à des produits d'asset management, à des fonds, à des assurances-vie qui proposent en fait une part action dans les supports. Mais les supports en direct, les actions en direct, n'aiment pas ça. Et je pense que c'est pareil pour la crypto. Ça peut être très compliqué. Donc, les gens ont plutôt intérêt à faire appel à des professionnels, des experts. Nous, c'est ça qui nous drive depuis le départ. On est les experts. Moi, les gens de mon équipe et quelque part moi-même, on fait partie des équipes fondateurs de Ledger. On connaît extrêmement bien cet écosystème. On connaît le marché. On a acquis cette expertise qui est celle d'analyser aussi non seulement les évolutions technologiques, les évolutions, les news sur cet écosystème, ce qui s'y passe, de comprendre aussi comment ça fonctionne, d'être capable de rassurer les gens quand il y a quelques jours, il y a eu un hack sur un protocole qui implique Solana. Est-ce qu'il faut jeter Solana ou pas ? Ça, c'est des questions que nos clients nous posent. Mais il faut savoir répondre à ça. Donc, on a gardé cette expertise qu'on a acquise de la maison du Bitcoin, qu'on a acquise de Ledger et qu'on promeut depuis des années en expliquant aux gens tout ça. Et maintenant, on le commercialise sous forme de nos services chez CoinHouse. Parfait. Alors, on va revenir sur la typologie de services que vous adressez. Donc, on voit que le point de départ, c'était quand même tout d'abord de diffuser la bonne parole et de faire mieux connaître cet environnement qui était quand même assez complexe et qui reste complexe pour une très grande partie de personnes et pas uniquement des investisseurs. Comment, toi qui es dans l'écosystème depuis un certain nombre d'années, tu as vu cette réglementation évoluer ? Comment les régulateurs, petit à petit, adhèrent finalement à cette nouvelle technologie et appréhendent cette nouvelle technologie ? La réponse est pas la même selon les pays, puisqu'il y a des pays qui se sont appropriés cette régulation.
ce marché, et qui ont du coup créé une régulation adéquate. Il y a des pays qui ne l'ont pas encore considéré et des pays qui l'ont plutôt mal fait, en essayant de rapprocher ça soit des titres financiers, soit en mettant des règles qui sont beaucoup trop contraignantes. Nous, on a réellement participé en France, puisque on est profondément européen. Notre marché n'est pas mondial. Notre marché est avant tout l'Europe. Et donc, étant français et ayant créé cette société en France, la priorité pour nous, en 2017-2018, c'était de parler aux régulateurs, aux parlementaires, au gouvernement français. Ils n'avaient pas forcément d'idées préconçues sur les cryptos. Ce qui était assez surprenant, c'est qu'ils étaient, par rapport à d'autres pays, notamment par rapport aux États-Unis, plutôt positifs et ouverts, en se disant pourquoi pas, c'est de l'innovation. Et notamment à l'AMF, où la direction de l'innovation était particulièrement bienveillante pour écouter et pour comprendre. Et Robert Ophel, qui est le président de l'AMF, a même dit des choses assez surprenantes dès 2018 en parlant de tokenisation de la finance et en montrant qu'il avait envie de faire quelque chose. Alors que c'est un très grand haut fonctionnaire et ancien de la Banque de France, mais très vite il s'est montré intéressé. Donc nous, ensuite, tout notre travail, et c'était notamment celui de Sandrine Lebeau, ma directrice de la conformité, et de moi-même, en 2018-2019, a été de passer un temps assez considérable à répondre à des consultations, à leur parler, à leur expliquer, à leur montrer la plateforme, à leur montrer comment on pouvait travailler dans le monde de la crypto en résolvant le problème de l'AML, de la LCBFT, la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ouais. Et ça a été consommateur de temps, mais ça a été très payant. Beaucoup de travail pédagogique, j'imagine. Pédagogique, à expliquer des solutions, à démontrer. C'est-à-dire, concrètement, vous ouvrez la plateforme et vous dites, voilà comment on fait. Expliquez-nous qu'est-ce qu'on fait mal, qu'est-ce qu'on devrait faire de mieux. Expliquez-nous où sont les failles. Est-ce que vous en voyez ? Oui, non, ok. Donc ça veut dire que ça peut marcher. A priori, oui. Et du coup, ça a permis réellement de dicter un petit peu les textes de la loi Pacte. Voilà. Alors maintenant, CoinHouse, c'est connu en France, au Luxembourg, un petit peu partout en Europe. Est-ce que tu pourrais nous dire actuellement quelle est votre proposition de valeur et comment vous êtes structuré ? Comment ça fonctionne dans les coulisses ? Alors, comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, l'ADN, le point de départ, c'est l'éducation, la pédagogie. Donc la grosse proposition de valeur, c'est ça justement. C'est de se dire, déjà, on va prendre un choix de marché. On pourrait décider d'adresser tout le monde. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a des traders invétérés, il y a des gens plus ou moins sophistiqués, il y a des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent mais qui s'intéressent à la crypto parce qu'ils trouvent ça fun ou parce qu'ils y croient aussi. Nous, on a fait un choix de marché qui est de dire on va essayer de tourner nos services vers une clientèle d'épargnants. Et des épargnants, c'est des gens qui sont capables de mettre quelques pourcentages, ce que l'on recommande, de leur épargne dans de la crypto pour diversifier. Quand on possède une épargne moyenne de 30 000, 40 000, 50 000 euros en France, on fait partie de la classe moyenne supérieure. Et donc mettre 10% de son patrimoine, c'est mettre quelques milliers d'euros. Et puis quand on commence à monter un peu dans l'échelle, on va trouver des gens qui vont mettre 5 à 10 fois plus, voire 20 fois plus de cela. C'est la clientèle que nous, on a plus en fait dans le viseur, si je puis dire. Et donc, ce qu'on a compris d'eux et comment on peut répondre à leurs besoins, c'est qu'ils ont besoin d'être rassurés. Donc, le fait d'être français, ça va beaucoup leur plaire. Le fait d'être régulé AMF, ça va être également un élément de réassurance. Si jamais il y a un problème avec nous, ils peuvent aller voir le médiateur de l'AMF. Ce sera beaucoup plus facile de venir, je dirais, se plaindre parce qu'on a un numéro de téléphone, on va vous répondre en 3 langues et on est obligé de vous répondre. Alors que certaines plateformes, vous ne savez pas où elles sont placées, où elles sont installées dans le monde et vous n'aurez pas nécessairement le même service. Mais au-delà de ça, on a aussi dérivé de cette expertise énormément de contenu. Donc on met à disposition de nos clients non seulement un service client disponible, mais également des analyses de marché toutes les semaines, des fils Instagram, Telegram, Instagram pourquoi pas, mais on a aussi un fil Instagram, mais c'est plus pour présenter, faire du branding. Là, sur le fil Telegram, on va plutôt faire des news alerts pour parler des marchés, des tendances. On a mis sur pied en fait une stratégie qui consiste à dire ce qui marchait bien avec la maison du Bitcoin, c'est que tu poussais la porte, tu rencontrais un opérateur, tu peux discuter avec lui, tu achetais de la crypto
Et quelque part, quand tu sortais, tu étais plutôt content parce que tu avais parlé à quelqu'un, tu avais pu poser tes questions, ta crypto, elle était sur ton wallet et tu étais content. Seulement ça, c'est pas très scalable. Donc nous, on a dérivé ce modèle-là pour en faire un système comme tes banques le faisaient autrefois, ou ta banque privée le fait encore aujourd'hui. Du conseil en investissement. Du conseil en investissement avec des vrais chargés de compte. Donc D'accord. on a des experts qui sont formés tous les matins, et je reviendrai du coup sur ta question de comment on est organisé, mais qui sont formés chaque jour sur les news sur le marché crypto, sur ce qui est important de savoir, qui sont bien sûr formés de façon générale à la vente et au conseil en investissement crypto, et qui ont des portefeuilles de clients capables donc d'interagir via visio, via téléphone avec nos clients pour pouvoir leur prodiguer les conseils dont ils ont besoin, répondre à leurs questions et réaliser éventuellement des transactions avec eux, même si une bonne partie des transactions se font toutes seules sur la plateforme, parce qu'on reste une plateforme automatisée, etc. Donc on a cette approche qui consiste donc justement à offrir des services totalement différents, et on a innové en disant l'intérêt c'est pas juste de proposer d'investir dans tel ou tel coin, mais aussi de proposer des produits d'asset management. Donc de dire la crypto, je l'ai dit tout à l'heure, ça reste compliqué à investir, et les gens naturellement ils n'aiment pas nécessairement boursicoter eux-mêmes, alors qu'à côté de ça ils aiment l'expertise de gérants de portefeuille qui sont capables de dire nous on a une certaine vision et on va justement te proposer de la gestion sur discrétionnaire. Donc c'est ce qu'on fait. Donc on a mis en place des mandats de gestion, et on propose différents types de produits d'investissement. Certains sont à taux garanti, mais avec forcément des rendements plus bas. D'autres sont en gestion donc basés sur la fluctuation des cours, mais avec un profil de risque différent en fonction de l'appétit des clients. On fait de la gestion de portefeuille, et donc on rentre dans le monde de l'asset management qui fonctionne particulièrement bien pour des clients qui veulent mettre quelques dizaines à quelques centaines de milliers d'euros. Donc c'est vraiment la banque des crypto-actifs ? C'est la banque. C'est un positionnement C'est vraiment. une sorte de banque privée aujourd'hui des cryptos, parce qu'on a une clientèle, même si aujourd'hui tu peux investir à partir de 20 euros sur la plateforme tout seul. On a aussi ce service qui est dédié pour nos clients. Et chose extrêmement importante que je n'ai pas mentionné encore, on conserve les cryptos de nos clients. Et grande différence avec un exchange, c'est que, donc exchange au sens, non pas échange crypto-euro, parce que ça on le fait aussi, mais au sens place de marché, ce qu'on n'est pas, on n'est pas une place de marché, on n'a pas de carnet d'ordre. Nous on achète sur les places de marché, mais en réalité on achète avec notre argent. Donc si toi, Solène, tu achètes des cryptos chez CoinHouse, tu vas nous les acheter à nous, et nous on va les acheter sur une place de marché. Ce qui fait que ce qui est sur une place de marché, qui sont nos partenaires, ce sont nos cryptos, c'est pas les tiennes. Ouais. Les tiennes, en revanche, dès qu'on les a achetées, on les met dans des systèmes de conservation à froid, ce qu'on appelle du cold storage. Ouais. On utilise l'une des technologies de Ledger qui s'appelle le Ledger Vault, qui est une technologie professionnelle, ce qui fait que ces systèmes sont non connectés et ton argent est totalement sécurisé. Et celui qui est exposé éventuellement à des risques, c'est notre argent qui sert de fonds de roulement. Et pour répondre à ta question sur l'organisation de la société, du coup, en fait, on est partie de cette organisation où à la maison du Bitcoin, dans la version de CoinHouse de 2017-2018, il y avait donc des gens capables de parler aux clients, et de les rencontrer physiquement. On a dérivé ça sous forme d'une équipe sales. Et donc il y a 3 niveaux de sales chez nous. Il y a le Customer Support, donc Customer Success, donc c'est des gens qui répondent au téléphone dans 3 langues différentes et qui vont répondre aux questions des clients. Vous pouvez appeler et vous aurez quelqu'un qui vous répondra. Même si vous n'êtes pas client, on va prendre votre appel pour répondre à vos questions et qui aide les clients, monsieur, madame, tout le monde, à interagir avec la plateforme ou éventuellement à les orienter s'ils ont besoin d'un service en particulier. Donc ça, c'est vraiment le support. C'est assez unique parce que vous ne trouverez pas sur les grandes plateformes étrangères un numéro de téléphone disponible toute la journée. Et si vous avez un problème, vous avez quelqu'un qui est capable de vous répondre. Et je vous invite juste à regarder notre note Trustpilot. C'est indépendant, c'est les gens qui les laissent ces notes.
vous regarderez la différence. Je vous invite à regarder les notations des plateformes concurrentes et vous comprendrez quel est l'investissement qu'on a fait. Et c'est 7 jours sur 7 ou pas? Parce que les marchés crypto, c'est 7 jours sur 7. Hein. Oui, alors non, pour l'instant, D'accord. ça ne l'est pas. Okay. Même si on a un peu d'astreinte le samedi, que je travaille aussi le week-end. Les grands clients sont traités 7 jours sur 7, mais pas 24 heures sur 24. La clientèle plus généraliste, elle, est traitée 5 jours sur 7. D'accord. De 9h30, 9h30 jusqu'à 19h. Ce qui est quand même des horaires beaucoup plus larges que ceux des banques traditionnelles. Ouais. Donc, on a créé cette partie-là. La deuxième partie, c'est des clients premium qui vont être accompagnés cette fois avec des account managers premium. Ouais. Et on parle plutôt d'une clientèle de particuliers. Et ensuite, vous avez les vendeurs entreprises. Ouais. Donc là, qui sont les clientèles, les chargés de compte pour les entreprises. Donc ça, c'est tout le volet qui est sous la partie du Chief Revenue Officer, de celui qui pilote toutes les activités commerciales et marketing. Ensuite, il y a une activité marketing avec... on a une plateforme online, on a une application mobile sur Android et sur iOS et bientôt sur Android. Donc, on a une activité d'acquisition avec des techniques assez traditionnelles comme toutes les fintech. On a également une activité autour de l'affiliation, parce qu'on a des affiliés, des gens qui nous apportent du business, et donc il faut les gérer et suivre les opérations pour bien les rémunérer. Et puis on a une activité de brand and com, on a fait de la publicité dans le métro à Paris et en province. Oui. On a régulièrement fait des activités de communication, et ça va s'intensifier. Donc ça, c'est tout le pôle, je dirais, commercial. Ensuite, on a un énorme pôle technique qui comprend aujourd'hui environ 30 personnes, avec toute l'architecture en fait, et une architecture sous forme de squad pour traiter à la fois le front, le back, la gestion des paiements, la sécurité et bien des aspects en fait de notre développement. On a un gros pôle orienté autour de la conformité, de la gestion des risques, du legal et des affaires publiques, qui comprend 12 personnes aujourd'hui, qui est un des plus gros pôles, je pense, de la sorte en Europe. Et ensuite, on a les activités un petit peu plus traditionnelles autour de la finance, des RH. Et la dernière activité qui est assez spécifique, c'est les produits crypto-financiers. Là, on s'est directement inspiré du modèle bancaire, où vous avez des spécialistes marché, des gens qui structurent des produits dans les banques. Nous, on a créé une équipe qui s'appelle ISS, Investment Strategy and Solution, qui a pour objectif d'analyser le marché crypto, de comprendre quelles sont les grandes tendances, de faire toutes les news autour de ce marché, de réaliser du contenu spécifique, à la fois sur l'analyse technique de l'évolution des cours, l'analyse aussi sur les tendances des investisseurs, où sont les cryptos actuellement, quel est le sentiment de marché, ce qu'on produit également chaque semaine. C'est eux qui produisent aussi toutes les news instantanées qu'on va pousser sur le fameux fil Telegram et non pas Instagram. Et ils vont également développer l'architecture des produits crypto-financiers. Donc là, j'ai des gens qui viennent des salles de marché ou de la finance traditionnelle et qui ont acquis les compétences crypto et qui sont capables de proposer des produits de placement. Quand on propose un produit de 5% garanti, par exemple, sur un stablecoin, il faut bien les garantir. Non, c'est de la structuration. Donc c'est de la structuration. Vous gérez des fonds d'investissement ? Alors non, pas encore. C'est quelque chose qu'on envisage de faire, qu'on aimerait faire. On peut le faire en partenariat avec quelqu'un. Pour l'instant, c'est pas évident dans la régulation française d'avoir un fonds dédié à ça. On le fait sous forme de mandat de gestion. Oui. Mais demain, oui, ça fera partie des activités. C'est très marrant parce qu'en fait, tout ce que tu décris, moi, c'est ce que j'ai connu quand j'étais en banque privée. Donc, on va se retrouver finalement avec des clients qui peuvent être de mandat de gestion discrétionnaire et de conseil en investissement. Et un des points qui est intéressant, c'est que tu disais que vous alliez ensuite aller passer les ordres sur les exchanges. Oui. Vous êtes interfacé avec quels exchanges ? Et comment vous les sélectionnez ? Alors, c'est une vaste question. Le processus de sélection. Le numéro 1, c'est la fiabilité. Oui. C'est-à-dire, il faut qu'on soit capable de travailler avec un exchange qui n'a pas fait l'objet de hack, qui est particulièrement sécurisé. Donc, toutes nos adresses sont whitelistées. On a un processus très particulier d'accès. Après, l'accès se fait en API, bien sûr. C'est de l'accès informatique, mais on a toujours besoin d'accès console. Et donc, on s'assure de sécuriser ces aspects-là. Le deuxième aspect, c'est qu'il faudrait qu'il soit régulé. Je dis il faudrait parce qu'il n'y en a pas, ou très peu. Donc, c'est la complexité aujourd'hui de l'écosystème. Pourquoi ? Parce que nous, on est régulé. Donc, moi, tout l'argent que j'envoie vers les exchanges, que ce soit des cryptos ou des euros, il a été
préalablement, entre guillemets, checké, au sens où j'y ai appliqué mes procédures de LCBFT. Tu peux citer qui dans les exchanges avec lesquels vous bossez ? Le dernier critère, c'est la liquidité et le prix. Oui, je ne vais pas aller acheter des cryptos. Moi, je cherche à vendre la crypto au meilleur prix à mes clients. Donc, comme je suis connecté à plusieurs d'entre eux, j'ai la possibilité finalement de trouver la meilleure route, voire de splitter les routes. Mon robot de trading, si tu passes un ordre de 1 000 €, il va peut-être découper l'ordre en mettant 400 € sur l'un des exchanges et 600 € sur un autre. Oui. Parce que il aura décidé ainsi que c'est le meilleur chemin. Donc, on mixe. Maintenant, il nous faut trouver la meilleure liquidité et les meilleurs prix. Ouais. Tu parlais tout à l'heure des 50 tokens que vous avez identifiés. On en propose 43 et on va en rajouter 6 ou 7 là. Voilà. Comment tu pourrais brièvement nous décrire le processus de commissionnement, décommissionnement des tokens et quand il s'agit d'une société, par exemple une banque qui va recommander à l'achat ou à la vente telle ou telle action, on comprend parce qu'il y a une valeur intrinsèque. Je veux dire, c'est à la portée de tout le monde de comprendre sur quoi on se base pour recommander une valeur à l'achat ou à la vente. Quand il s'agit de crypto, sur quels critères vous fondez votre conviction ? Alors, déjà, c'est toujours la même équipe dont je parlais tout à l'heure, celle qui fait l'analyse de marché, qui gère les produits crypto financiers, qui fait également cette analyse-là. Et donc, déjà, c'est des gens qui sont formés et qui sont particulièrement experts sur ces domaines-là. Ils ont une grille d'analyse qui est basée sur différents critères. Un des premiers critères, c'est la capitalisation. Donc on va regarder les premières capitalisations. Donc on va descendre jusqu'au 150e ou 200e dans la liste et on va screener régulièrement. Ensuite, il y a toute une information sur quel est le sous-jacent. Est-ce qu'il y a une équipe derrière ? Est-ce qu'on la connaît ? Est-ce qu'il y a des publications ? Est-ce qu'il y a des white papers ? Est-ce qu'il y a des choses sur GitHub, etc. qui sont capables de justifier qu'il y a vraiment un travail, une ingénierie en cours. Quelle est la proposition de valeur ? Est-ce qu'on est le énième concurrent d'Ethereum ou pas ? Et qu'est-ce qu'on entend proposer à ce moment-là ? Est-ce qu'on est sur qui possède les tokens ? Est-ce que l'équipe a gardé 75% des tokens ou l'inverse ? Quelle est ce qu'on appelle les material news ? Est-ce qu'il y a des news négatives sur l'équipe ? Est-ce qu'il y a eu des hacks ? Est-ce qu'il y a des choses qui se sont produites ? Il y a eu des projets par exemple comme Dune Network, c'était assez mal noté. Des histoires régulièrement sur EOS ou plus régulièrement là sur Solana ou sur Cardano qui a toujours pas vraiment sorti son projet malgré la proposition de valeur qui reste intéressante sur le papier. Donc tout ça est vu, noté, renoté tout le temps. C'est-à-dire le travail de l'équipe, les gens sont payés pour ça, sont payés pour regarder et s'instruire. Ils sont libres d'aller dans les conférences un peu partout dans le monde. Avec le Covid, c'était surtout des conférences depuis son canapé, mais là par exemple, il y a retour de Consensus au Texas en juin. Et donc là, c'est l'occasion aussi de rencontrer des équipes, de parler avec eux. On est proche aussi de personnes comme la Fondation Tezos, avec Nomadic Labs en France aussi, des gens comme Ave, où on connaît très bien aussi les équipes, Vitalik, on le connaît aussi. Donc il y a la capacité d'aller parler aussi avec des gens, donc d'avoir l'information d'insider, comme dans certaines structures traditionnelles bancaires, tu vas rencontrer le directeur financier ou le directeur de la stratégie ou le CEO. Donc là aussi, on essaye de faire comme ça. Donc il y a une grille et ensuite, à la fin, il y a une note basée sur 2 ou 3 critères qui permettent de qualifier le token et éventuellement de le supprimer de la plateforme. Ça, c'est quelque chose qu'on est en train de faire. Et on a un grand débat actuellement sur certains tokens qui auraient en théorie des notes extrêmement négatives, comme Dogecoin par exemple, mais qui pour autant fait partie de la 16e ou 18e capitalisation totale du marché crypto et qui est demandée par les clients. Et donc, tu fais signer un waiver là pour le coup. Alors en fait non, on a encore beaucoup à faire chez CoinHouse en matière d'UX et de parcours client. Notre interface est simple, mais en fait elle ne reflète pas assez, je pense, ce qu'on est capable de faire en interne. Et donc ce qu'on est en train d'améliorer, c'est justement cette capacité d'expliquer aux gens directement sur la plateforme, sur leur compte, les choses, de mettre en avant en fait cette notation. Et très prochainement, par exemple, si on est amené à rajouter du Shiba ou du Dogecoin, on va mettre une notation en avant. Et certainement, la notation technique et la notation fondamentale sera désastreuse, mais la notation pour dire il y a un caractère spéculatif ou un caractère communautaire pourra être élevée et
ceux qui peuvent être intéressés par un jeton de casino ou un aspect communautariste et qui considèrent que c'est bon et qu'ils y croient. Bon, pourquoi pas on n'est pas là pour interdire, dire aux gens s'il faut être droitier ou gaucher. Donc moi, à partir du moment où l'information est fiable et de qualité, je la livre aux clients. Oui. Mais je veux aussi pouvoir retirer les tokens de la plateforme si jamais on estime que soit il y a moins d'intérêt, soit qu'il y a une trop forte déception ou un risque possible sur le token. Tout ça, c'est des choses, on est actuellement dedans. On est vraiment en train de développer... j'ai presque l'impression d'être dans mon meeting produit de cette semaine. Alors attends, juste une petite question, parce qu'en général... Et donc, on a un comité d'investissement aussi, je ne l'ai pas dit, pour valider tout ça. Ah bah, j'espère bien. Oui. Merci de le préciser. Alors attends, un truc, parce que je fais forcément le parallèle avec ma vie de banquière. Parfois, on avait des occasions de participer à des IPO pour les clients. Est-ce que vous participez du coup à des ICO ? Oui, on aide certaines ICO qui peuvent être des clientes, parce que quand tu fais une ICO, tu peux avoir des besoins de conservation de tes tokens, soit de tes tokens natifs, soit parce que tu as accepté en fait une souscription en Bitcoin, en Ethereum, et donc tu as besoin de les conserver, voire de les convertir en monnaie fiduciaire. Donc là, dans ce cas-là, on peut devenir un de tes partenaires. Donc ça, c'est une activité B2B qu'on est capable de faire. Après, aujourd'hui, sur la plateforme, on ne fait pas du listing de tokens, de premier listing. C'est-à-dire, on ne fait pas de vente primaire, on ne fait que de la vente secondaire. D'accord. Il faut que le token soit déjà listé sur un des exchanges. En gros, il faut qu'on ait un prix. Et c'est pas notre objectif pour l'instant. On y viendra peut-être, mais de faire comme le fait ta banque quand il y a l'introduction en bourse d'une société, de venir te le proposer. Ouais. Je pense que ce marché est encore un peu trop immature pour prendre pour proposer ce genre de choses. D'accord. Alors un point qu'on n'a pas encore abordé, qui m'intéresse beaucoup, c'est les news qu'on a entendues récemment, justement sur votre enregistrement comme Virtual Asset Service Provider au Luxembourg également. Quel est le but recherché ici et comment vous vous positionnez vis-à-vis des acteurs institutionnels, des banques privées, des gérants d'actifs ? Comme partenaire. En fait, alors pourquoi est-ce qu'on a cherché en fait cet enregistrement au Luxembourg ? Alors déjà parce que dès 2019, on avait quelques clients luxembourgeois et un nombre raisonnable mais croissant. La CSSF a mis en place une régulation assez proche du cadre français qui, à un moment, a indiqué que si vous aviez un client luxembourgeois, qu'il soit d'ailleurs au Luxembourg ou pas au Luxembourg, il fallait que vos activités soient enregistrées, sinon vous pourriez avoir des problèmes. Comme on sortait de la régulation française, c'était en mars 2020, on venait d'avoir la régulation, c'était relativement proche du mécanisme français. On s'est dit, pourquoi pas, après tout, étendre notre enregistrement, aller se présenter à la CSSF, parce que j'ai pas envie d'être irrégulier vis-à-vis de mes activités. Il y a des pays dans lesquels la régulation n'est pas vraiment mise en place. Il y a des pays qu'on n'adresse pas. Et donc, le Luxembourg, c'était quand même l'idée aussi de considérer cette place financière pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une place particulièrement riche et dynamique en Europe, en matière d'asset management, également en matière de banques privées et d'activités autour des family office. Or, comme je l'ai expliqué dans la stratégie de CoinHouse, on a ce positionnement peut-être un petit peu plus premium. On avait créé également, dès 2019, une activité qui s'appelle CoinHouse Custody Services, dont la spécificité n'est d'être qu'un dépositaire pour compte de tiers. D'accord. On ne fait que de la conservation pour compte de tiers. Or, quand vous êtes une assurance vie, quand vous êtes un fonds d'investissement, vous avez besoin d'un dépositaire pour vos titres ou pour votre monnaie fiduciaire. Et si vous voulez mettre de la crypto, il vous faudra un dépositaire crypto. Ouais. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé CoinHouse Custody Services, pour répondre à ce besoin de dépositaire. Bien évidemment, cet écosystème, il est plus riche au Luxembourg et en France que dans d'autres pays. Et donc, ça faisait... Et les deux pays importants en Europe dans ce domaine, ça reste le Luxembourg et la France. Donc, si on veut développer un business vers les institutionnels, c'était plutôt pertinent d'avoir cet enregistrement. Donc c'est pour ça qu'on l'a pris et on est très content de l'avoir obtenu avec des sociétés qui sont françaises et non pas luxembourgeoises, comme ça a été peut-être mal expliqué. Mais du coup, CoinHouse et CoinHouse Custody Services sont bien des sociétés françaises
enregistrés dans les 2 pays. Et donc, pour répondre à ta question sur qu'est-ce qu'on veut faire avec les institutionnels, les banques privées et autres, on ne veut pas prendre leur métier, on veut faire des partenariats avec eux. Parce qu'on pense qu'aujourd'hui, une banque privée au Luxembourg a une clientèle d'entrepreneurs, de familles, de cadres supérieurs qui se sont de toute façon posé la question à un moment d'investir dans les cryptos. Et s'ils l'ont fait en passant par des plateformes non régulées, ça va poser de toute façon plein de problèmes. Ça pose des problèmes quand l'argent part, ça pose des gros problèmes quand l'argent revient. Et tout ça rend les gens assez mal à l'aise. Alors autant le faire avec un acteur qui est régulé. Comme c'est compliqué pour eux de devenir prestataire de services sur actifs virtuels ou actifs numériques, autant qu'on fasse un partenariat ensemble. Pareil pour les assurances vie ou les fonds d'investissement. C'est compliqué aujourd'hui de demander à son dépositaire classique de conserver des cryptos. Donc faisons un partenariat avec des dépositaires traditionnels et faisons en sorte qu'on puisse proposer aux gestionnaires d'actifs une solution complète qui inclut à la fois la conservation de crypto, le reporting, le niveau de sécurité qui va bien avec le volet régulation et la conformité par rapport aux règles de la CSSF et bien évidemment le volet titre financier traditionnel ou monnaie fiduciaire. Donc on est vraiment là pour faire des partenariats et pour aider à ce que Luxembourg devienne une place forte dans l'univers des cryptos parce qu'il y a un marché très important à saisir. Parfait. Alors, j'aime bien terminer sur 2 choses. La première, c'est savoir un peu qui sont vos investisseurs. Qui fait partie de votre cap table ? Alors, déjà les fondateurs. C'est un élément important. On est une entreprise qui aujourd'hui est sous le contrôle de son équipe et non pas des fonds d'investissement. On a différents fonds qui nous suivent depuis le départ. Comme on est une spin-off de Ledger, on a aussi des investisseurs qui étaient initialement chez Ledger, qui ont réinvesti chez nous au moment où on a fait la création de la filiale et la séparation des activités et la création d'une nouvelle entité qui a racheté CoinHouse. Donc du coup, on a des investisseurs comme Digital Currency Group, qui est investisseur dans énormément de sociétés de l'univers crypto, qui est un groupe américain spécialisé. On a Xange, qui est notre investisseur historique, qui est un fonds français plutôt orienté fintech et très dynamique. Plus récemment, on a accueilli True Global Ventures, qui est une structure internationale d'entrepreneurs dont le fonds principal est basé à Singapour, mais dont les entrepreneurs sont dispersés quasiment sur tous les continents et qui nous accompagne avec énormément d'introductions et une belle visibilité. On a des familles françaises qui ont investi chez nous. On a Éric Larchevêque qui fait partie du pool d'investisseurs. On a Raise Ventures, qui est un fonds français orienté également impact, qui est investisseur. Que j'ai eu d'ailleurs sur le podcast. Alors, très belle équipe. Je ne sais pas si c'était Clara Guémard ou Gonzague de Blinière, mais... C'était Aglaé ou Charles Drian. Alors, c'est les équipes Ventures également. On a le fonds également Expon, qui investit la poche qui est au Luxembourg, du Digital Tech Fund, qui est investisseur chez nous. Tout à fait. Donc on a directement, je dirais le ministère de l'économie et des finances du Luxembourg qui est chez nous. Voilà pour les principaux investisseurs. Parfait. Et alors vos prochaines étapes ? Déjà oui, le recrutement au Luxembourg d'une équipe plutôt commerciale et business développement pour aller justement avancer sur ces marchés B2B institutionnels. On a également des projets de développement dans d'autres pays européens, mais l'axe Benelux est important. Oui. On a un travail également de développement des produits crypto-financiers, parce qu'on a d'autres produits en cours de développement. Et on veut élargir ces produits pour les rendre accessibles le plus facilement possible à tout le monde sur la plateforme. Donc là, on revient à monsieur, madame Michu et la possibilité d'investir dans des produits assez facilement sur la plateforme. Ce ne sera pas nécessairement les mêmes que ceux qu'on peut gérer en direct avec un account manager, mais des produits qui vous permettent d'obtenir des rendements sur telle ou telle crypto que vous possédez, d'investir dans notre livret crypto avec un taux garanti via des stablecoins ou autres. C'est des choses qui sont très intéressantes. On pensait qu'on est capable de rendre des rendements de 3 à 5%, là où les livrets traditionnels bancaires
qui sont certes rien à voir puisque eux sont libellés en euros, nous on est en stablecoin, sont quand même à des taux entre 0,5 et 1%. Ouais. On est entre 3 et 5 fois supérieur. C'est plutôt des choses qui sont intéressantes. Il y a une structuration de l'entreprise également. On est 75 aujourd'hui, on veut être 160 dans un an. Donc nécessairement, ça va passer par des étapes importantes de conduite du changement, de recrutement. Il faut garder l'esprit pionnier, l'esprit et l'ADN du départ. Et c'est des éléments qui ne sont pas évidents en tant que chef d'entreprise. Beaucoup d'éléments aussi sur la régulation, puisque MiCA est en discussion actuellement au niveau il y a un trilogue qui va débuter ou qui a débuté. On attend du coup aussi Vous êtes déjà bien préparé quand même. On est préparé, mais MiCA, c'est pas que PSAN, hein. C'est pas que la régulation des plateformes, c'est aussi les stablecoins, la DeFi, les NFT. Il faut pas que le régulateur européen, ou plutôt le parlementaire européen, écrive n'importe quoi sur ces sujets. Il y a quand même un enjeu grave de compétitivité, de souveraineté de la tech européenne sur ce domaine. Il faut pas qu'on se ferme des marchés, il faut pas qu'on fasse non plus fi de certaines problématiques. Et puis il y a une concurrence internationale aussi qui va forcément regarder sur l'Europe en se disant aujourd'hui le marché reste encore un petit peu plus facilement accessible parce qu'il y a des pays dans lesquels la régulation est un petit peu faible et donc vous pouvez être en Europe et finalement ne pas avoir de nationalité ou être américain et vaguement régulé, voire pas du tout régulé et continuer à adresser les marchés. Tout à fait, à un moment ou à un autre, dans une industrie aussi pesante que l'industrie crypto-financière, parce qu'on parlait quand même tout à l'heure de 2500 milliards. Si demain on parle de 10 000 milliards ou 11 000 milliards ou 20 000 milliards, il va peut-être falloir commencer à ce que la régulation mondiale s'applique sur ce domaine-là. Et donc, des acteurs vont forcément chercher à rentrer dans des cases. Ils vont chercher à rentrer au niveau européen. Donc il faut aussi se préparer à ça, trouver sa place. Et ça peut être des partenaires, ça peut être aussi des concurrents sur certains aspects. Donc il y a un vrai enjeu. Il y a un marché dont on commence à sentir les balbutiements et qui est pas encore bien définissable, mais qui m'excite beaucoup, c'est le marché des grandes entreprises et des entreprises. Là, on n'en a pas du tout parlé. Zut alors. Voilà, on a aidé Carrefour à acheter un NFT dans le métaverse de Sandbox. Ils savaient pas comment faire. Ils savaient pas comment acheter des Ethers pour acheter le NFT, le transférer sur Sandbox, le gérer, le conserver. Tout ça, on le fait pour eux et on commence à avoir des sollicitations dans tous les domaines industriels, de la grande distribution au luxe, en passant par l'immobilier et l'univers du gaming, où tous ces gens disent moi je voudrais proposer des NFT, je voudrais proposer des paiements en crypto. Tout ça, ça nécessite quoi ? Ça nécessite de la conversion crypto-euro, ça nécessite de la conservation d'actifs numériques ou de NFT. C'est tout un tas de sujets qu'on maîtrise. En fait, on sait le faire. Après, c'est un exercice d'équilibriste parce que du coup, tu te défocuses de ta mission principale. Tu crées une nouvelle activité pour servir ses besoins. À la Société Générale, qui a une sorte de modèle, j'ai commencé en 2002 à la SG. Et toujours trouvé cette banque très intéressante. Il n'y a pas qu'une activité. Une banque, c'est une banque de détail, c'est une banque d'investissement, c'est une banque de marché, c'est une banque privée, etc. Après, ça s'est fait au fil de l'eau depuis plus de 100 ans. Pas tant que ça, en réalité. Pas tant que ça, quand tu regardes le marché. Écoute, on a démarré en 2014. On est en... Alors, c'était pas moi à l'époque, mais on est en 2022 et on a le temps. Alors, je suis pas vieux, donc rien n'empêche de continuer à développer l'activité. Et c'est pas tant du défocus que ça. À partir du moment où les métiers sont les mêmes, c'est-à-dire que c'est de la conservation. On va pas se mettre par exemple, on ne fait pas de NFT, on ne fait pas de token. Il y a plein de gens qui nous sollicitent pour dire est-ce que vous pourriez nous aider à créer, à faire notre ICO, à créer un smart contract. Non, c'est pas notre métier. En revanche, on va vous référencer des gens qu'on connaît, qu'on estime bien. On fait pas de conseils non plus, on fait pas de premier listing. Nous, on reste
des spécialistes de l'activité crypto, fiat, crypto, de la conservation, du conseil sur les investissements dans ces valeurs. Et à partir du moment où la crypto, c'est un moyen de paiement parce que c'est un stablecoin, etc., je suis obligé de faire du crypto, du crypto fiat aussi. Ouais. Donc ça reste les mêmes entités, les mêmes business en réalité, pas très différents. Ouais, ça devient une banque privée pour les banques. Pour les corporates. La Société Générale des Cryptos. Voilà. C'est le mot de la fin. Dans le mot de la fin, c'est une recommandation de livre ou de podcast. Le tien. Allez, sois plus créatif. Un livre récent que j'ai adoré. Je vais donner un grand classique, mais parce que je le relis régulièrement. J'ai toujours aimé La Promesse de l'Aube de Romain Gary. Ah ouais. Et c'est toujours un livre qui m'a rendu... c'est mon petit prince à moi. J'ai toujours trouvé ce livre très beau. J'ai lu un très beau livre aussi sur Mahomet, qui remet un peu un livre historique. Et, de qui ? Alors malheureusement, tu me le donneras. Je donnerai la référence plus tard, mais qui remet bien l'histoire du prophète et qui, à l'heure où justement il y a beaucoup de discussions sur de temps en temps l'inclusion, les religions et autres, c'est intéressant d'avoir un petit peu de recul historique sur qui étaient ces grands personnages. Et les podcasts, écoutez, en France, il y a un léger concurrent peut-être, mais je pense que dans le monde des podcasts, il faut une ouverture très large qui s'appelle Haute Fréquence, qui est proposée par la GFI, et la journaliste, elle s'appelle Pauline, elle m'excusera d'avoir oublié son nom de famille. Mais ces podcasts sont hyper intéressants. J'en ai fait un également, mais comme vous m'avez déjà écouté aujourd'hui, je vous recommande pas de m'écouter une deuxième fois. Et après, je reste un grand fan de France Culture, et j'écoute de temps en temps des podcasts de La Tête au Carré ou d'autres émissions qui sont Le Signe des Temps, notamment, qui est souvent... c'est Marc Westman. D'accord. Et ces émissions sont souvent passionnantes. Voilà. France Culture, toujours. Enfin, j'ai encore jamais été déçu. Merci Nicolas. Merci beaucoup Solène, merci de ton temps, merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.